On a fait 3 jours de défilé éphémère dans la rue, mais sans autorisation, sans rien. Bon, bah ça, tout le monde nous a dit, vous êtes fous de faire ça, les gars. Ça va pas fonctionner et vous allez vous faire arrêter. Je suis multi-entrepreneur, j'ai 35 ans. On peut publier 3 types de contenus. Les gens, est-ce qu'ils vont parler de quelque chose de commun? Non. S'ils vont parler de quelque chose qui est un peu borderline, bah ouais, plus. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait qu'une campagne de communication échoue? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Julien, c'est quelqu'un qui a fondé une agence de communication qui s'appelle BuzzNative et qui est spécialisée dans le fait de faire des campagnes de communication qui sont décalées. Dans cette édition, Julien va vous partager des méthodes concrètes à mettre en place dans votre entreprise. En fait, vous allez pouvoir comprendre comment chaque vidéo que vous allez poster va en fait s'inscrire dans une stratégie beaucoup plus globale qui va vous permettre de développer votre entreprise. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez toujours le résumé détaillé de cette vidéo qui est disponible sur notre site internet esprientrepreneur.fr. Julien Hatton, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Moi, je m'appelle donc Julien Hatton, je suis multi-entrepreneur, j'ai 35 ans. Je vis à Londres maintenant depuis 4 ans, après avoir vécu à Paris et à Orléans. Qu'est-ce qui m'a mené à l'entrepreneuriat? C'est que j'étais étudiant en Master 2 en marketing à l'IE d'Orléans. La fin en fait de ce parcours étudiant, avec plusieurs potes de promo, on s'est dit tiens, et si on participait à un concours de création d'entreprise? Alors l'idée pour nous, c'était pas du tout de créer une boîte, on n'avait rien qui nous prédestinait à ça, hein. On n'avait pas de mentor autour de nous, pas de famille qui était déjà entrepreneur. Et donc on a participé à ce concours, on a rencontré plein de professionnels qui au fur et à mesure des semaines, des mois nous ont dit en fait notre idée elle est pas mal les gars, ça a l'air de marcher sur le papier. Alors je rappelle, c'était en 2010, c'était le début des réseaux sociaux, en tout cas on les utilisait dans un cadre professionnel, c'est le tout début où les directeurs market, les entreprises se posaient la question de comment faire pour communiquer sur ces réseaux. Et nous on arrivait avec cette proposition de valeur. Donc on a gagné ce concours qui aujourd'hui s'appelle Pépite et on s'est dit bah on a gagné ce trophée. On a un petit peu d'argent, on a gagné 3000 € à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc là, on s'est dit, bah, on se lance. On se donne 1 an. On verra au bout d'1 an, est-ce qu'on arrive à trouver des clients? Est-ce qu'on arrive à convaincre? Est-ce qu'on arrive à avoir des performances pour nos clients? Si oui, on continuera. Et puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave. C'est comme si on avait redoublé une année. Bon, bah, ça arrive dans une carrière de parfois chercher un peu sa voie ou d'avoir à redoubler. On était persuadés que nos idées créatives étaient bonnes. Nos boss de l'époque voulaient pas forcément toujours qu'on les propose aux clients des agences dans lesquelles on bossait. Et on s'est dit, bah, et si on les proposait par nous-mêmes? Donc voilà comment ça a commencé. BuzzNative du coup a 12 ans maintenant, on est entre 12 et 15 selon les périodes, on accompagne nos clients sur 3 dimensions, le conseil en communication, la publicité et puis la dimension digitale. Et en parallèle de ça, moi j'ai créé d'autres sociétés. La première c'est la maison créative. Donc on a trouvé finalement une maison bourgeoise de 1860 en plein cœur d'Orléans qu'on a acheté, retapé. Et dedans s'y trouve donc l'équipe de BuzzNative et puis des espaces à louer pour une journée de formation, de séminaire ou autre. Une de mes autres entreprises, c'est le cabinet de conseil Ambiquity. Que j'ai créé avec Becky, mon associée qui est anglaise. Tu as également un projet un petit peu plus à part. Ce projet, c'est un podcast qui s'appelle Comment t'as fait? Et l'idée, c'était de poser cette question que je posais moi à tous ces entrepreneurs depuis des années, qui est des profils qu'on connaît tous, qu'on voit à la télé, comme Anthony Bourbon de Feed et bien d'autres, que des profils qui sont moins dans la lumière, mais qui pourtant voilà, ont des entreprises qui tournent, qui sont belles, qui ont un savoir-faire, une tradition, et desquelles il y a à apprendre. Donc maintenant, Julien, on va casser un petit peu les idées reçues. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait qu'une campagne de communication échoue? Pourquoi? Et comment faire en sorte qu'elle réussisse à l'avenir? Parfois, les clients ont déjà défini leur marque, ils savent quel axe de communication ils veulent appuyer, et auquel cas, nous, on intervient pour mettre en lumière cet axe de communication. Et là, avec notre équipe de créatifs, on brainstorm, on trouve des idées, on les met en forme, à la fois en rédaction et visuellement. Et puis, ça donne des campagnes, soit d'affichage, print, plutôt magazine, radio, télé, sur aussi les réseaux sociaux, même peu importe après le support finalement. Ça, c'est le premier type d'accompagnement. C'est quand les clients savent déjà ce qu'ils veulent dire. Mais parfois, on a d'autres clients qui viennent nous voir en disant « on veut, nous, une campagne ou on veut un site web ». Et là, nous, on pose toujours la question « d'accord ». Mais qu'est-ce qu'on va dire? Si nos clients nous disent bah, on ne sait pas mais on verra plus tard, c'est-à-dire que là il y a un premier travail à faire sur déjà redéfinir les fondamentaux de votre marque. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez dire? À qui? Et donc là on en vient au deuxième accompagnement qu'on fait, c'est comment on va accompagner des entreprises pour définir leur marque, leur plan de communication et les aider à le déployer. C'est des programmes de 12 mois, 24 mois.
pour faire en sorte en fait qu'ils aient une cohérence dans leur communication. Dans la communication, il y a de l'inertie. Ce qui parfois fait qu'une communication ne marche pas, c'est qu'on vient avec une utopie en tête qui est faire une campagne, ça va me faire le buzz de l'année et ma boîte à faire x10 en 2 mois. Si c'est pas fait de manière cohérente dans le temps, tout simplement, en fait, chaque fois qu'il communique, il diffuse un message différent et tu te dis pas que forcément ça correspond à toi. Maintenant, on va entrer un petit peu dans le sujet vraiment technique de cette interview. Quels sont les points vraiment à prendre en compte pour faire sa campagne de communication? Comment la mettre en place et comment réussir à faire quelque chose qui soit cohérent par rapport à la problématique de l'entreprise? La communication, elle doit servir la stratégie de l'entreprise et sa stratégie marketing. Outre le fait de qu'est-ce qu'on va communiquer, à qui, quand, comment, sur quel canal, déjà, en quoi ça répond à la stratégie marketing et à la stratégie d'entreprise de nos clients. Donc, on leur pose d'abord ces questions-là pour arriver à bien cerner, bien comprendre et se dire derrière, ok, qu'est-ce qui va être pertinent en termes de communication dans les semaines, les mois ou les années à venir. Cette entreprise, voilà son terreau, voilà ses fondamentaux, voilà ses fondements. Elle a ça comme savoir-faire, elle a ça comme valeur ajoutée, c'est ça qu'on doit communiquer. Ok, bon, comment on se pose? On définit 12 mois d'action et selon ça, on fera le bilan à ce moment-là. C'est-à-dire que chaque action, on va l'étudier et on va regarder en fin d'année. Il y aura des choses qui vont marcher, il y aura des choses qui ne vont pas marcher, mais en tout cas, on aura appris avec une cohérence dans le message. Donc si j'ai à résumer les 3 étapes, c'est audit, diagnostic et recommandation. Derrière, c'est définition d'un plan de communication ou d'un plan d'action. Et puis ensuite, c'est le déploiement. Mais c'est qu'à ce moment-là qu'on commence le déploiement. Le plan de communication, c'est un outil à la fois stratégique, mais de pilotage. Ça ne veut pas dire que pendant 12 mois, tes actions sont figées et tu ne peux pas les faire évoluer. Non, ça veut dire que justement, vu que tu les pilotes et les analyses en live, alors surtout aujourd'hui avec les outils digitaux, ça nous permet de voir tout de suite si une campagne fonctionne pas. Ça permet aussi déjà de réajuster. C'est-à-dire que souvent on peut nous dire ok, je mets un budget de com à l'année, c'est une somme, clairement, un investissement pour les entreprises, quel retour je vais avoir et puis comment je peux l'optimiser. En fait, ce qui est intéressant avec un plan de com, c'est que si on dit il y aura 4, 5, 6 actions et qu'on se rend compte que la deuxième, on avait prévu tant de budget, qu'elle fonctionne pas ou qu'il faut la faire évoluer, on peut aussi la stopper et dire attends, on reprend une partie du budget et on va la mettre sur une autre qui va fonctionner. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tout à l'heure je parlais de la dimension opportuniste. Ça ne veut pas dire que l'opportunisme n'est pas bon en termes de communication. Si je prends la partie création de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, on peut publier 3 types de contenus. Le premier, c'est les contenus froids. Contenus froids, on peut les publier à n'importe quel moment. Deuxième type de contenu, c'est les contenus dits chauds. Ces contenus-là, c'est des contenus qui vont être liés à un temps fort, une saisonnalité. Par exemple, tu es pâtissier, la période de Noël, tu sais qu'à partir d'octobre, tu es dans un tunnel de production pour la période des chocolats de Noël et que tu en sortiras qu'en janvier. Dans ce cas-là, là tu sais que tu vas avoir des communications qui vont être liées peut-être plus à ce temps fort. Et enfin, le troisième type de contenu, c'est les contenus dits justement opportunistes. C'est, tu n'avais pas prévu, mais hier, tu as vu passer à la télé une info qui parle de ton secteur d'activité. En fait, toi, tu peux rebondir sur cette opportunité-là pour communiquer dessus dès le lendemain. C'est la même chose avec le plan de com, c'est-à-dire que tu as des actions qui sont figées parce que celles-ci, il faut les faire et parce que ça permet de construire le awareness, donc c'est-à-dire que le fait que les gens ont conscience de ta marque. Et derrière, tu peux ajuster avec des temps promotionnels ou des opportunités qui tombent et que tu peux par définition pas prévoir. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment saisir certaines opportunités? On a besoin d'être, je suppose, très réactif? Il y a 2 choses. La première, c'est que tu peux t'aider d'outils. On a des outils qui nous permettent de faire de la veille automatisée en ligne. Et donc, dès qu'il y a un article concernant ta marque, le sportif que tu sponsorises, etc., nous, on les reçoit. Donc, ça nous permet de tout de suite prévenir nos clients pour leur dire là il y a une opportunité de communiquer. Ça c'est la première des choses, c'est plutôt le socle technique de la veille. La deuxième notion, elle est liée à l'humain, c'est-à-dire qu'il y a la dimension volonté, toi de te mettre dans une position où tu es ouvert à des signaux parfois faibles qui te permettraient de dire là-dessus je rebondis. Alors tu as parlé de réactivité aussi, évidemment. Si tu n'as pas rebondi dessus dans la journée, autant passer à autre chose. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur cette première étape, le modèle économique de ton client. Alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que tu fais pour analyser les forces et les faiblesses d'un client. Moi aujourd'hui j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le BMC, c'est le Business Model Canva. Ça nous permet en fait de remplir cette matrice et de voir en fait est-ce qu'il y a une cohérence. Et dans ce Business Model Canva, en fait il y a 9 piliers.
Il y en a 5 qui correspondent sur la partie droite du modèle à la dimension plutôt business, c'est-à-dire quelle valeur j'offre, à qui, comment j'en tire des revenus. Et puis, une fois que ça s'est défini, on va regarder la partie plutôt de gauche qui est organisationnelle et qui est comment je crée cette valeur-là. À présent, au niveau de la deuxième étape, tout ce qui est marketing. Comment est-ce que tu fais pour trouver les choses qui sont cachées? Une fois qu'on a posé le business model Canva, ça nous permet aussi de le mettre en perspective, encore une fois, avec les concurrents. Et c'est là où après on va rentrer dans une dimension plutôt marketing et de dire, cette proposition de valeur que vous faites, comment maintenant vous l'offrez au marché. Tu vois, si je prends l'exemple des voitures, on la met sur une matrice et on dit, il y a ceux qui sont en mode purement utilitaire, ceux c'est premium, c'est une question d'image, etc. Et on regarde où sont les différentes marques. Et compte tenu de ça, on se dit, voilà où vous êtes. Tu peux nous résumer du coup les 4 gros éléments du marketing? Encore une fois, là, il existe plein de matrices. On a entendu parler des 4P, des 6C, il y en a plein. Mais nous, on aime bien revenir au basique, en fait, à ce qui est simple. Simple pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est comme un message de com. Si tu as à réfléchir pour comprendre le message, c'est que ça marche pas. Et donc, les fameux 4P. Alors, les 4P, c'est en anglais, c'est place, c'est product, c'est price et c'est promotion. À travers cette matrice-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quel est le produit ou le service que nos clients vendent, quel est son positionnement prix par rapport à la concurrence, ils sont plus chers, moins chers, quelle est sa distribution, donc comment on va le vendre, est-ce qu'il faut le vendre en rendez-vous physique, et enfin le P de promotion qui revient finalement à la communication, c'est comment on va communiquer dessus pour faire en sorte de tout simplement aller vendre ces produits. Donc on agrège tout ça, on le met dans la matrice et là on se dit, encore une fois, je reviens à la notion de cohérence, est-ce que c'est cohérent de vouloir distribuer de cette manière-là tel produit, mais de le vendre à ce prix-là? Et notre métier, c'est aussi un mix de psychologie et de sociologie, c'est d'arriver nous-mêmes à ne pas avoir nos propres biais. Tu vois, quand tu veux faire une campagne ou une stratégie ou autre, le raccourci, il est vite de se dire je vais faire selon moi comment je vois le monde. Mais non, parce que si moi je ne suis pas la cible, il vaut mieux savoir comment ceux qui sont la cible pensent et agissent. Quand on fait les interviews, quand il y a des questionnaires, effectivement, parfois, il y a des biais qui font que les réponses sont un peu erronées. Donc il y a cette matrice-là qu'on va compléter. Ça reste un outil, mais cet outil doit quand même se baser sur des choses qui existent et pas seulement sur nos croyances à nous. Donc ça va passer par faire des études terrain. Déjà, on peut se baser sur une base de données que le client a déjà. C'est-à-dire qu'il connaît déjà la marque, donc il est forcément plus enclin parce que déjà acheteur ou déjà prospect à répondre aux questions de la marque. Généralement, à la fin, on va offrir 10%, 20% ou un cadeau ou un tirage au sort qui permet d'avoir une sorte d'incentive de récompense pour celui qui aurait pris le temps de donner sa vision par rapport à l'entreprise, ses produits, son prix, etc. Ça, généralement, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc j'aimerais que tu commences par nous parler d'une stratégie de communication. C'est composé de quels éléments concrètement? Comment est-ce que ça va se passer? Comment déjà je mets en place ce fameux plan? Un plan de communication aujourd'hui, c'est une sorte de guide, c'est un document qui recense tous ces éléments et qui va action par action dire voilà quel est l'objectif de chaque action, voilà quelle est la cible, voilà ce qu'on veut dire, voilà quel canal on va utiliser, voilà quel KPI, donc les critères clés de performance qu'on va regarder, analyser et du coup quels résultats on va attendre. Mais quelles sont les possibilités en fait? Alors voilà, par contre en termes de possibilités, il y en a plein. Aujourd'hui, le paysage de la communication fait que quand tu dis je vais communiquer, t'as rien dit en fait. Pourquoi? Parce que ce que tu vas faire, est-ce que tu vas faire une pub télé, que tu vas passer dans une interview télé, est-ce que tu vas faire de la radio, est-ce que tu vas faire du digital, est-ce que tu vas faire in-store, donc dans les magasins, des opérations promotionnelles? On va prendre le cas d'étude de la stratégie de communication, on va investir les réseaux sociaux. Quels sont les moyens qu'on a à notre disposition et comment concrètement mettre en place ce genre de choses dans notre entreprise? On définit une ligne éditoriale en disant voilà, moi par rapport à ma cible, on aime bien nous parler de pain point, c'est les problèmes que tu rencontres. Et donc c'est de se dire si c'est ça leur problème, comment moi je communique dessus pour leur dire regardez, j'ai compris ça et voilà la solution que je vous propose. Et on définit un calendrier éditorial. Donc là, ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir se dire comment je publie de manière régulière. Si effectivement on publie de manière organique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du temps pour écrire ses posts, c'est des temps qu'il faut prévoir dans sa semaine. Donc ça n'a pas un coût zéro. Quand tu as trouvé le canal qui fonctionne, c'est là où il faut accélérer sur le canal. Okay. Pourquoi? Pour vite prendre entre guillemets des parts de voix. Les parts de voix précèdent les parts de marché. Donc c'est là où on voit qu'un préalable, le préalable qui est la communication à l'impact business, il est clé. La contrepartie de tout ça, c'est aussi que vous ne soyez pas dépendant d'un seul canal. Notre métier, nous, c'est d'arriver à aller étudier finalement quels sont les autres canaux intéressants pour notre client
et puis de tester. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la communication soit, on va dire, décalée et marque les esprits? Pour marquer les esprits, il ne faut pas dire la même chose que les autres. Si effectivement tu restes dans un discours conventionnel, lisse, si tu fais un peu le mouton entre guillemets à faire comme tout le monde, bah en fait t'es pas identifiable. Les gens, est-ce qu'ils vont parler de quelque chose de commun? Non. Est-ce qu'ils vont parler de quelque chose qui est un peu borderline, que ce soit via le ton de l'humour, via la provoque, via peu importe, bah ouais, plus. Enfin, tu vois, on a fait par exemple nous pour une marque américaine de vêtements qui s'était lancée sur les Champs-Élysées, ils ont ouvert leur flagship. On a fait 3 jours de défilé éphémère dans la rue, mais sans autorisation, sans rien. Donc on avait un camion banalisé, on avait tout le matériel dedans, 3 taxis new-yorkais, donc les Yellow Cab, qu'on avait mis aux couleurs de la marque. On avait fait un casting avec des comédiens, des mannequins, et bah, on allait dans les rues de Paris et à Bastille, Opéra, sur les champs, on s'arrêtait. Dès qu'il n'y avait pas voilà, de police et autres, tu vois, on s'arrêtait, on faisait 10 minutes de défilé et à la fin on remettait des bons de réduction pour aller dans le point de vente, découvrir cette nouvelle ouverture. Bon, bah ça tout le monde nous a dit vous êtes fous de faire ça les gars, ça va pas fonctionner et vous allez vous faire arrêter. Le client savait à quoi il s'exposait, on a décidé de le faire et en fait derrière bah, ça a généré plein de retombées parce que les gens ont vu, ils ont participé, ils ont filmé, ils en ont parlé. Bah, c'est pas ce que j'ai vu un défilé dans la rue, il y avait un tapis rouge, il y avait des lumières, on m'a distribué un bon de réduction. Arriver à créer finalement quelque chose de différent dans leur quotidien. Et peu importe le média, ça peut être une pub télé. Ça en fait moi d'où ça me vient de mon expérience personnelle. C'est-à-dire qu'à 20 ans, 21 ans, j'avais un des métiers les plus sympas du monde. C'est-à-dire que je bossais pour Red Bull. Le poste à l'époque pour Red Bull, c'était en tant qu'étudiant, d'arriver à faire connaître la marque, en tout cas à la placer dans les soirées étudiantes ou dans les événements qui regroupent des étudiants sur le campus. Donc ça c'est cool parce que pendant un an, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois des palettes de Red Bull et puis tu dois les distribuer aux associations, etc. Tous les bars et discothèques t'ouvrent les portes gratuitement parce que bah, quelque part tu représentes la marque. Ça c'est pour le côté cool. Mais ce qui m'avait frappé chez Red Bull, c'est que t'es quand même un exemple en termes de marketing. Ils ont compris avant tout le monde que les marques devenaient des médias et n'étaient plus forcément que des entreprises qui devaient communiquer un message descendant à quelqu'un en disant « Tiens, regarde, mon produit, c'est le plus beau, c'est le meilleur, achète-le ». Parce que ça, c'est pas réellement considérer les gens, c'est leur dire quoi faire. Nous, notre vision, c'est de dire comment on fait un bout de chemin dans la communication avec clients, mais que eux, après, fassent aussi le leur en disant « Ah ouais, ça m'a plu, donc j'ai eu un pouvoir d'attraction sur eux ». Et eux sont venus acheter ce produit-là. Et ça, Red Bull l'avait super bien compris. Et Red Bull était un des premiers à utiliser des techniques de guérilla marketing, d'ambush marketing, c'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à aller parfois chercher un peu la concurrence, à aller voilà, faire des choses qui sortent des sentiers battus, pas toujours autorisées, mais pour lesquelles ils savaient quels risques ils encouraient et ils étaient prêts à prendre ces risques. Ouais, parce qu'aujourd'hui Red Bull, bon, il y a la boisson énergisante, mais quand on pense à Red Bull, il y a aussi la Formule 1, il y a aussi le ski, tous les trucs sportifs en fait. Ils ont vraiment associé leurs produits à les sportifs. Alors les sportifs extrêmes, les meilleurs, ouais. C'est ceux qui prennent des risques. Ouais. Tu verras jamais Red Bull sponsoriser le 20e de la Formule 1. Ils cherchent ça. Et aujourd'hui, tu prends la Formule 1, c'est ça. Verstappen, c'est le jeune driver de Formule 1 qui va être prêt à tout quasiment pour essayer de finir premier. Il prend tous les risques. Voilà, il prend tous les risques. Il y va à fond. Ça, c'est l'ADN de Red Bull. Donc quand tu as trouvé l'ADN de ta marque, tes fondamentaux, bah, tu dis jusqu'où je peux aller dans ça. Et est-ce que je suis une marque qui ose, qui risque ou pas? Je suis conventionnel ou pas? Et en fonction de ça, il faut la communication qui va avec. Donc tous ceux qui voudraient moi me contacter pour être en relation, je suis pas mal accessible sur LinkedIn, hein, Julien Hatton, H-A-T-O-N. Qu'est-ce que tu aurais comme mot de la fin, comme conseil à donner à quelqu'un qui vient de regarder cette interview et qui se dit ok, maintenant je vais étudier sérieusement ce sujet de la communication dans mon entreprise? Quel meilleur conseil tu aurais à lui donner pour qu'il passe ce pas? Créer de la cohérence. Ok, créer de la cohérence. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout le long de cette interview, c'est de la cohérence entre qui vous ciblez, les objectifs, ce que vous dites, pour que ça marche et que vous ayez confiance dans la communication et surtout qu'elle vous le rende bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire. On essaye vraiment de lire tous les commentaires. Notre démarche, c'est vraiment de faire de l'amélioration continue pour vous proposer un contenu qui est toujours plus qualitatif. Et surtout, n'oubliez pas que nous avons un résumé écrit sur notre site internet Esprit Entrepreneur. Cet article, en fait, il va résumer la vidéo que vous venez de voir, mais également, vous allez avoir accès à des contenus qui n'ont pas forcément été mis sur cette vidéo. Donc, en fait, vous allez avoir accès vraiment à un contenu qui est exclusif. Voilà.
donc c'est toujours dans un souci de vous apporter le maximum de valeur. Donc ça se passe sur notre site internet espritrentrepreneur.fr. Sur ce, c'était Julien Hatton pour Esprit Entrepreneur. On vous dit à la prochaine. À bientôt.